Espace TV, le 22h. Merci de votre fidélité. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Journée internationale de la liberté de la presse. La Guinée l'a célébrée en 24 heures de retard ce mercredi. Prévue pour 3 jours, cette journée sera mise à profit pour se pencher sur les réelles préoccupations de la corporation afin d'envisager des solutions. Le ciel s'assombrit à nouveau sur Alpha Condé et plusieurs anciens dignitaires de son régime. Dans une note ce mercredi, le procureur général près la cour d'appel de Conakry a donné des instructions ce mercredi 4 mai 2022 aux fins de poursuites judiciaires par voie de dénonciation contre l'ancien président guinéen Alpha Condé et l'essentiel de ce qui constituait les piliers de son régime. Et puis dans notre angle de ce soir, nous nous intéressons aux édifices et autres biens dits de l'État, des intérêts, un civisme tout est renu pour leur entretien calamiteux et vous allez le voir avec Mamadou Kalisso. Je vous le disais à l'instant, célébrer le 3 mai de chaque année, la journée mondiale de la liberté de la presse a été officiellement lancée par les autorités de la transition cet après-midi. Le thème retenu pour cette célébration est le journalisme sous l'emprise du numérique. Elle sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Antoinette Dédé, Onivogui et Ali Ouba. La célébration de cette journée a réuni les décideurs politiques, des journalistes, des représentants des médias, des militants, des responsables de la cybersécurité et des experts juridiques afin d'explorer ces questions et élaborer des solutions concrètes pour faire face aux menaces que représente la surveillance accrue pour la liberté de la presse. Les méthodes et les outils évoluent, mais l'objectif, discréditer les médias et dissimuler la vérité, ne change pas. Sans la liberté de la presse, il n'y a pas de véritable société démocratique. Sans liberté de la presse, il n'y a pas de liberté. Le 3 mai sert également à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. C'est également le cas du recadrage de la dépénalisation des délits de presse afin que désormais, même à titre préventif, le journaliste ne soit plus privé de sa liberté pour les délits de presse. Président la cérémonie, le Premier ministre a félicité les journalistes pour les efforts au quotidien et les a invités à plus de professionnalisme. Je termine en vous invitant, comme l'avait suggéré Albert Camus, je cite, à élever notre pays en élevant son langage. Fin de citation. Car ce que vous dites, écrivez et montrez oriente considérablement notre opinion publique. En Guinée, elle va être célébrée pendant 3 jours à travers des échanges et des expositions. Des journalistes et responsables d'institutions d'enseignement supérieur qui ont participé à la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse saluent le bon déroulement des activités. Cependant, certains alertent sur les conditions difficiles de travail des journalistes et invitent l'État à plus d'engagement. Ils envisagent également beaucoup d'intégration de l'outil numérique dans la formation des étudiants. On les suit au micro de Alceni Bari, de Antoinette Dédé, Onivogui et de Ali Ouba. Extrêmement important pour nous, les professionnels de la presse, avec la présence, la forte présence des autorités de la transition qui ont tenu des discours assez forts, de forte résonance, pour indiquer qu'elles sont déterminées à préserver les acquis, à les renforcer, à faire en sorte que l'exercice de la liberté de la presse se fasse dans un environnement plus assaini, plus sécurisé. Les journalistes en général souffrent, pas que les journalistes du privé ou du public. Dans nos rédactions, nous réclamons surtout le bon traitement
on a des responsables, je ne dirais pas que c'est dans toutes les rédactions, mais la plupart des rédactions, les journalistes sont maltraités. D'abord le salaire et surtout le transport quand on part sur le terrain, parfois c'est pas que ça. Déjà chez nous, ce qu'on va faire en tant qu'institution, c'est de voir comment intégrer le maximum d'outils numériques dans notre formation pour pouvoir former davantage des étudiants qui sont plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Et nous savons que lorsque les gens sont très bien formés, la question sur la liberté de la presse sera beaucoup plus traitée puisqu'elle sera traitée par des gens qui sont très bien formés. Dans nos stands ici, on expose les travaux que nos étudiants font à l'Institut supérieur là-bas et aussi ceux qui passent leur dire combien de fois il est important de venir se former. Et aujourd'hui en Guinée ici, la seule institution étatique, c'est l'ISIC de Kountia. C'est comme ça une façon pour nous de participer à la liberté de cette heure. Dans le même cadre, quelles sont les conditions de vie et de travail des journalistes guinéens? Bénéficient-ils d'un bon traitement salarial dans les différents organes de presse en marge de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse? Notre rédaction s'est intéressée à la pratique du métier dans notre pays. Selon plusieurs journalistes, seule la passion continue de maintenir certains dans ce métier. Confidence d'un journaliste reporter qui a accepté de se confié à nos reporters André Moussier Milimono et Aboubakar Keke Bongoura. Alpha Omar Diallo est journaliste. Il pratique ce métier depuis plusieurs années. Il a dû changer d'organe de presse 3 fois à cause des conditions de travail difficiles et du mauvais traitement salarial. Ma première expérience, c'était en tout cas pour un site. On n'avait pas de salaire, mais bon, on avait des petites en tout cas, rémunérations pour nous permettre de boucher certains trous. À la télé numérique, ça a été vraiment une expérience aussi difficile que prévue parce que les conditions de travail, c'était beaucoup plus compliqué, mais on a tenu bon. De là, il débarque dans un autre organe où il traverse presque le même calvaire. Pire, il passera des mois sans être payé. Il nous est arrivé parfois de passer des moments sans être payé. Parce qu'avant de recevoir le salaire, ça va trouver que tu t'es endetté par-ci par-là pour en tout cas payer le loyer. Parce que c'est ce qui ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas à Conakry. Notre interlocuteur a également constaté que certains journalistes sont payés en dessous du SMIG. Une situation déplorable pour un métier si noble, dit-il. Il y a des médias qui payent 200, 300, 400, 500. Un journaliste qui travaille 24 heures sur 24, c'est beaucoup plus compliqué. D'autres sont obligés de pratiquer des activités parallèles pour pouvoir subvenir à leurs besoins, ce que ce journaliste trouve normal. En tout cas, pour le pratiquer et réussir, il faut avoir d'autres business. Je connais en tout cas des collègues aujourd'hui qui sont mariés, qui ont du mal en tout cas à gérer la dépense à la maison. Donc vraiment, c'est pitoyable. Malgré ces difficiles conditions, Alpha Omar ne désespère pas. Il dit pratiquer avec passion. Il invite toutefois les patrons de presse à améliorer les conditions de travail de leurs employés et à l'État de rehausser la subvention accordée aux médias. Je vous le disais également en titre, le taux se resserre davantage autour de l'ancien président guinéen Alpha Condé et d'anciens dignitaires de son régime. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry a donné des instructions ce mercredi 4 mai 2022 aux fins de poursuites judiciaires par voie de dénonciation contre l'ancien président guinéen Alpha Condé et l'essentiel de ce qui constituait les piliers de son régime. L'information est tombée ce mercredi. Des précisions, c'est avec Mamadou Saliouba. Jusqu'où ira Charles Wright? Ce mercredi, le procureur général veut se lancer dans un feuilleton judiciaire sans précédent. Il compte poursuivre en justice presque tous les dignitaires du régime déchu, 27 hauts responsables au total. En haut de la liste, l'ex-président professeur Alpha Condé, son premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, Amadou Damaro Camara, Dr Mohamed Diané, Damantang Albert Camara, déjà en prison. Il y a aussi Ibrahim Khalil Kaba, ancien ministre des Affaires étrangères récemment libéré. Sont aussi concernés Tibou Camara, Mouktar Diallo, ancien ministre de la Jeunesse, Bourema Kondé, Sanoussi Bantamasso, Zénab Camara, Domani Doré, Toumani Sangare,
Makanera Kake, Souleymane Douno Keita, ancien député à l'Assemblée nationale, général Ibrahima Baldé, général Ansoumani Kamara alias Bafoué, Fabou Kamara, Mohamed Lamine Simakan, Madefi Ndiané, ancien gouverneur de la baie, Aziz Diop, ancien préfet de Koya, Souleymane Traoré, ancien directeur du Fonds d'entretien routier, Alpha Ibrahima Keira, ancien ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Claude Kori Kondiano, et enfin Mohamed Lamine Bangoura, ancien président de la Cour constitutionnelle. Dans un document de 20 pages, ces anciens dignitaires du régime Condé sont poursuivis pour meurtre, disparition forcée, torture, agression sexuelle, atteinte à la vie humaine, pillage, enlèvement, séquestration, assassinat et bien d'autres accusations. Mais Charles Wright, qui détiendrait déjà des images, des vidéos et d'autres éléments de preuve, laisse comprendre que les organisateurs des manifestations sont aussi concernés par les poursuites judiciaires. Ce qui laisse comprendre que la refondation de l'État promise par le CNRD est bien enclenchée. 6 morts, dont 5 à Conakry, 1 à Koya et 7 blessés graves, 4 à Conakry, 3 à l'intérieur du pays. C'est le bilan dressé par le ministère de la Sécurité au compte de la fête de Ramadan. Un bilan rendu public par le directeur général de la police nationale lors d'un point de presse mercredi. Il a profité de l'occasion pour inviter les parents à plus de vigilance sur leurs enfants en cette période de festivité. Je vous invite à suivre le commissaire Abdoulaye Sampil. En dépit de nos appels répétés à la vigilance et à plus de responsabilité des usagers de la route, dans un contexte accidentogène lié aux festivités de l'Aïd el-Fitr marquant la fête du mois de Ramadan, 12 cas d'accidents ont été enregistrés les 2 et 3 mai 2022, dont 9 dans le Grand Conakry et 3 à l'intérieur du pays, notamment à Mamou, Kankan et Zérékoré. Le bilan donc de ces cas d'accident se présente comme suit. 6 morts, dont 5 à Conakry et 1 à Koya. 7 blessés graves, dont 4 à Conakry et 3 à l'intérieur du pays. 5 blessés légers, dont 2 à Conakry et 3 à l'intérieur du pays. Et enfin, 3 dégâts matériels importants à Conakry. À signaler que sur les 12 cas d'accident rapportés, 5 motos sont impliquées, soit 42% du cas total enregistré. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, à travers la Direction générale de la Police nationale, rappelle à tous les usagers, aux parents, la Direction générale de la Police nationale invite une fois encore à plus de vigilance sur leurs enfants, notamment en période de fête potentiellement accidentogène. L'humanité célèbre ce 4 mai la journée internationale des sapeurs-pompiers. Elle vise à rendre hommage aux soldats du feu, comme on les appelle, qui sacrifient leur vie dans les incendies pour sauver celle des autres. En Guinée, cette journée coïncide à un moment où les services sont confrontés aux difficultés liées à un manque criard de matériel et la collaboration avec les citoyens. Ce mercredi, nos reporters Justin Leno et Meshak Sondakoroma sont allés à la rencontre des officiers de protection civile. Suivez. Pour comprendre le mode opératoire, nous simulons une alerte d'incendie avec des soldats du feu en action à l'occasion de la journée des sapeurs-pompiers. Ce mercredi matin, un incendie vient de se déclencher. Il faut vite agir. Nous allons à la rencontre de Bob Fali. C'est lui qui a reçu l'alerte depuis le poste de contrôle. Nous avons mis à leur disposition un numéro vert qui est le 120. Donc il suffit juste d'appeler le 120. Nous, on réagit. Ici, des interventions se font à l'aide de matériel de pointe. Il est composé de camions à incendie contenant 2500 litres d'eau chacun, des agents formés pour éteindre le feu. Un de nos pompiers qui a trouvé aussi la mort dans un incendie, notamment le 4 janvier 2018. Ici à la minière, nous célébrons cette journée. Ce travail est très risqué, mais ces pompiers font preuve d'abnégation pour y arriver. Chaque année, ils sont nombreux qui périssent dans l'exercice de leur métier qui consiste à sauver des vies dans les flammes. Je crois que les gens doivent
avoir plus de respect et plus de considération pour les pompiers. Abdul Karim Silla est chauffeur de camions à incendie. Les difficultés, il ne les cache pas. Lui et ses collègues sont souvent pointés du doigt par les populations pour des retards dans les interventions sur les incendies à Conakry. C'est vu aux conditions des routes à Conakry aussi, ça nous fatigue. Pour une meilleure intervention des équipes, les sapeurs-pompiers guinéens demandent le soutien des autorités et la collaboration des citoyens. Sachant que les pompiers sont là pour eux, mais eux, ils prennent les pompiers en des ennemis. La journée internationale des sapeurs-pompiers a été instituée après la mort de 4 pompiers dans un feu de forêt en Australie. Depuis lors, elle est célébrée pour rendre hommage aux soldats du feu. De sources bien introduites, le stock de poissons allant du mois d'octobre 2021 au mois d'avril 2022 est estimé à plus de 134 000 tonnes destinées uniquement à l'approvisionnement des différents marchés de Conakry et de l'intérieur du pays. Cela suppose une quantité suffisante de ressources halieutiques disponibles alors que dans les marchés, le poisson se fait rare, voire coûteux. C'est le constat dans ce reportage de Djibril Ba et de Sadouba. Les 134 000 tonnes de poissons constituent un stock qui comporte des prévisions de débarquement obligatoires. Les importations de poissons par les sociétés de pêche, y compris les productions nationales à travers la pêche artisanale, normale, explique ce professionnel du secteur. Les chiffres que vous avez trouvés sont exacts. Il y a eu suffisamment de poissons, je dis bien, sur le marché. Et j'ai vu même des marieuses de grande taille qui fuyaient le poisson parce qu'il y en avait trop. Donc on ne peut pas appeler ça surproduction, mais surravitaillement. Même avis avec cette marieuse. Seul bémol, les lieux de stockage sont limités. Vous voyez, ces camionnettes sont remplies. C'est limité et il n'y a pas de frigo. Mais la réalité est que le marché n'est pas suffisamment approvisionné. Au Niger, plein centre-ville de Kaloum, pas de commentaires chez les vendeuses plutôt fâchées. Lassé par la rareté du poisson, mais aussi le prix, l'unité est à 30 000 francs et le plus gros poisson se négocie à 300 000 francs. Au marché Yimbaya, même constat. Il n'y a pas de poissons au marché. Ce qu'on voit à la télévision, on ne les reçoit pas. Le prix du poisson d'avant et aujourd'hui est différent. La pêche artisanale motorisée a produit 99 017 tonnes, la pêche industrielle 22 903 tonnes. Mais le contraste, le Guinéen en profite moins et l'on ne sait où va cette quantité. Autre chose dans cette édition, des rues et ruelles de Conakry renouent avec les ordures sur l'autoroute Fidel Castro, notamment les quartiers de Tombolia et d'Abompa. Le constat est alarmant. À certains endroits, la chaussée est pratiquement divisée en deux par les déchets. Le plus souvent, les opérations d'assainissement ne touchent pas suffisamment les quartiers de la haute banlieue. Mamadou Kalisso. Les premières manifestations de rue que le Comité national du Rassemblement pour le développement devra gérer sont ces ordures. Ces tas d'immondices n'attendent pas l'aval des mairies ou le gouvernorat pour se faire de la place. Il suffit juste qu'il pleuve pour qu'ils prennent d'assaut les rues et ruelles de la capitale. Ils perturbent et paralysent la circulation. Des quartiers de la haute banlieue payent déjà les frais des premières gouttes qui sont tombées sur Conakry la veille et le jour de la fête de Ramadan. Le laxisme dans la gestion des déchets, l'incivisme de certains citoyens qui déversent des ordures dans les caniveaux sont à l'origine de cette situation. Une fois remplis, ces ouvrages d'assainissement rejettent ces ordures sur la chaussée. Il faut signaler qu'à d'autres endroits, les routes secondaires et tertiaires sont sévrées de caniveaux et de cunettes. À l'annonce des grandes pluies, des initiatives étaient prises pour curer les caniveaux. Rien n'en est pour le moment. En tout cas, pas officiellement. Au département des infrastructures et des transports, c'est silence radio. En attendant, ces ordures règnent en maître sur les différentes artères de la capitale
aux grandes dames des usagers. Plusieurs travailleurs de l'usine Odav Multi-Industrie sont toujours sans emploi. C'est ce que révèle leur porte-parole. On se souvient qu'au mois de février, ils étaient nombreux à manifester pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Plus de 3 mois après, ils n'ont bénéficié d'aucune attention particulière de la part des autorités auxquelles ils ont adressé un mémorandum. Bernard Koundounou et Ibrahima Souma ont rencontré leur porte-parole. Suivez. Tout est parti d'un accident de travail survenu en février dernier au sein de l'usine Odav Multi-Industrie qui avait entraîné la mort tragique d'un des employés. À l'époque, plusieurs travailleurs avaient manifesté pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de travail et de sécurité. Plus de 3 mois après, aucune avancée dans le dossier. Jusqu'à preuve de contraire que je vous parle, on n'a pas eu un gain de cause. Et de surcroît, tous ceux qui sont dans le mouvement de revendication, tous ceux-ci ont été mis à la porte de façon arbitraire. Et pourtant, ces employés disent avoir interpellé les autorités à tous les niveaux à travers un mémorandum qui leur ont adressé à ce sujet. Nous faisons appel à ces autorités, surtout de revoir nos mémorandums. C'est déposé dans tous les ministères, pas exception. Nous les avons avisés, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu vraiment une satisfaction. On n'a pas compris qu'est-ce qui ne va pas. Donc nous les appelons vraiment de venir au secours, que la situation soit prise en charge. Déçus et sans emploi, le porte-parole du mouvement attire l'attention du président de la transition sur leurs conditions de vie. Nous appelons aux autorités, surtout à son Excellence, Monsieur le Président de la République, auquel nous avons adressé notre mémorandum, pour qu'il puisse essayer de voir, je dis bien le numéro d'enregistrement, c'est 1773. Sur plus de 500 employés renvoyés pour avoir réclamé l'amélioration de leurs conditions de vie, il ne reste qu'une trentaine qui poursuit le combat pour la cause commune, ajoute le porte-parole. En région, des jeunes de Koulifanya et Baralandé, dans la commune urbaine de Boké, ont manifesté dans l'après-midi de ce mardi pour dénoncer le manque de courant électrique dans leur quartier depuis 2 semaines. Grâce à l'implication de la délégation communale des jeunes et la clairvoyance des forces de défense et de sécurité, les choses sont vite revenues à la normale. Sekou Diallo et Aïssatou Kesso Diallo nous font le point. C'est avec ce slogan que ces manifestants ont exprimé leur mécontentement après avoir érigé des barrages sur la route nationale numéro 3 entre Koulifanya et Tamakene au quartier Baralandé. Selon eux, ils ne veulent plus dormir dans l'obscurité. On n'a pas le courant, ça fait 2 semaines. Donc on ne peut pas rester comme ça. Nous sommes là, on a perdu beaucoup de choses dans nos frigos, des choses qu'on vend, des nourritures. Donc on n'en peut plus. Pour rappel, le délestage a commencé dans ces quartiers de la commune urbaine de Boké le lendemain de la panne, survenue sur l'un des groupes de l'EDG la nuit du 23 avril dernier. Pour éviter les soulèvements, la direction de l'EDG a élargi les informations auprès des responsables des jeunes pour sensibiliser les citoyens. Le président de la jeunesse de Baralandé dénonce la mauvaise foi de certains jeunes qui ont orchestré ce mouvement spontané. Nous avons été informés un peu à l'avance qu'il y a une panne des groupes qui alimentent le quartier Baralandé. Bon, aussitôt quelques personnes ont compris, d'autres n'ont pas pu comprendre. Il y a des gens animés d'intentionnés qui ont pu interpréter d'une autre manière. Finalement, ils ont pu barricader les routes. Aussitôt informés, les membres de la délégation communale des jeunes de Boké se sont impliqués pour décrisper la situation. Après avoir calmé l'ardeur des manifestants sur la route, ils se sont rendus à la direction de l'EDG pour demander des explications auprès des responsables. Il était prévu de leur donner le courant par l'alternance, c'est-à-dire tour par tour. À ce niveau, eux, ils n'ont pas eu le courant pendant 4 jours. Donc c'est dans ça qu'il y a eu manifestation spontanée. Mais heureusement qu'il y a eu de peur que de mal. Et nous nous sommes compris avec la jeunesse aussi. Hostile à la presse, le directeur régional DDG de Boké a promis de rétablir le courant dans ces 2 quartiers le jeudi prochain.
Restons en région pour dire que à Kankan, une jeune fille de 16 ans serait morte après avoir été étranglée par un jeune garçon. Les parents de la victime demandent justice et le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Kankan, promet de punir l'auteur à la hauteur de sa forfaiture. Alpha Omar Koïta. C'est aux environs de 20h ce mardi que Fatoumata Mara a été retrouvée agonisante. La jeune fille de 16 ans aurait été étranglée par un jeune garçon dont elle aurait refusé les avances. Petit Ménaracine, comment? Il est venu trouver ma soeur. Il lui a dit, Ma, je t'avais demandé de me rejoindre à la maison des jeunes Batumba. Mais tu ne l'as pas fait, comme tu es sûr de toi. Et je t'avais prévenu. C'est ainsi qu'il s'est jeté sur elle et lui a étranglé jusqu'à ce qu'elle se soit évanouie. Évacuée d'urgence à l'hôpital régional de Kankan, la petite fille a rendu l'âme à mi-chemin. Interrogée, le médecin-chef du service des urgences du dit hôpital dit n'avoir constaté aucun signe d'agression sur la victime. On n'a trouvé aucune lésion sur le corps, aucun signe d'étranglement de cou. C'est le dit des gens. Mais nous, on n'a pas objectivé ça. C'est pourquoi nous ne pouvons pas affirmer à d'emblée qu'elle a été étranglée. C'est pas sûr de ça qu'il est décédé. Dans la famille mortuaire, parents, amis et voisins de la victime sont partagés entre tristesse et consternation. La sœur adoptive de Fatoumata, elle, demande justice. On ne veut pas sa mort aujourd'hui pour nous venger, mais on souhaite à ce qu'il soit jugé et condamné à la hauteur de sa forfaiture. Faute de quoi, on risquerait de nous rendre justice nous-mêmes. Selon les indiscrétions, Doudou, le présumé meurtrier, serait un récidiviste. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kankan invite la famille de la défunte à la retenue et promet de tirer l'affaire au clair. Déjà, le jeune est interpellé. Dans les heures qui suivent, nous allons avoir la procédure. Et quand la procédure nous sera déférée, nous allons ouvrir une information. Donc c'est pour rassurer la population, pour dire que ce crime ne restera pas impuni. Nous ferons tout pour que justice soit rendue. A rappeler que ce n'est pas la première fois qu'un tel cas de crime se produise à Kankan. Le dernier cas en date remonte au 3 avril dernier, lorsque Marie Collier, 13 ans, s'est vue violée puis tuée par son frère au quartier Bordeaux, dans la commune urbaine. Et puis après le sacre des meilleurs, il y a 2 mois, les nominés de la 2e édition des Media Awards Guinée reçoivent des satisfecits à l'occasion d'un dîner gala. Ce mardi, la structure MACOM, par cette initiative, a voulu récompenser les hommes et femmes de médias qui ont marqué le paysage médiatique en 2021. Une cérémonie conviviale à laquelle a pris part la ministre de l'Information et de la Communication, Djenebemba Coulibaly, décrypte les images de Mohamed Capello Silla. Aboubacar Diallo a été sacré l'homme de médias de l'année 2021. À cette remise de satisfecit, le lauréat a rassuré de mettre tout son potentiel pour la bonne marche de la presse guinéenne. C'est avec fierté, avec honneur, mais avec beaucoup d'humilité que nous avons reçu cette distinction qui est, ma foi, l'expression de la reconnaissance des efforts que nous faisons, mon équipe et moi. Cette grande cérémonie de distinction des hommes et femmes de médias est une marque de la structure MAC Communication. Lui, Espérance Célestin de Guinée News et le fondateur de guinématin.com font partie des nominés. Ils se réjouissent de cette distinction parmi tant de journalistes qui font bouger le pays. Si aujourd'hui une agence pense à me récompenser, je pense que vraiment c'est mérité. Je suis très ému. Je suis très ému qu'à fait 23 ans, on reconnaisse enfin mes efforts. Heureux de savoir que les hommes et femmes de médias nous observent et notent positivement ce que nous faisons tous les jours. Nous avons souvent des difficultés sur le terrain et si par après on est récompensé, ça ne peut que nous réconforter. Présente à ce dîner gala, la ministre de l'Information et de la Communication a réaffirmé son entière disponibilité à tous les médias dans le domaine de la communication. Pour ma part, je puis vous rassurer que le gouvernement ne ménagera pas ses efforts pour concevoir avec vous et mettre en place un cadre légal
et réglementaires qui garantissent davantage l'exercice de la profession qui est la vôtre, afin qu'on participe tous ensemble et efficacement à la transition en cours dans notre pays pour une refondation solide. Les organisateurs de l'événement disent également être ouverts pour toute suggestion menant dans le sens de l'amélioration du contenu des médias à Ors-Guinée. Notre grand angle de ce soir, c'est dans un instant dans ce journal. La gestion rigoureuse de la chose publique est morte avec le premier régime. Depuis, le laisser-aller et le laisser-faire se sont installés. Aucun service, aucun symbole de l'État ne survit au laxisme des administrateurs. C'est le cas entre autres de la RTG2, le musée national, sans oublier le train Conakry Express. Aujourd'hui presque amorti, la chose publique à l'épreuve de l'usure. C'est l'angle de ce soir que nous proposent Mamadou Kalisso et Alcini Kamara. La mauvaise gestion des biens et services de l'État n'est plus à démontrer en Guinée. C'est une culture. Si vous voulez écourter la vie d'un bien ou d'un service, il suffit juste de le mettre dans le portefeuille de l'État. Des administrateurs véreux, laxistes et autres citoyens inciviques feront le reste. Le train Conakry Express en est un parfait exemple. Mis en service en 2010, tout allait bien quand il était géré par des Chinois. Nationalisé, ce train interurbain est aujourd'hui presque amorti. Pour en avoir le cœur net, nous avons embarqué à bord comme tout passager et avons commencé à filmer discrètement. Mais fort malheureusement, nous avons été vite repérés et interpellés par les forces de l'ordre et autres civils à bord. L'appareil confisqué, les images supprimées et la corbeille vidée. Il est formellement interdit de filmer le train, nous a-t-on dit. À Dixingar, nous continuons notre quête d'images. Cette fois-ci, avec beaucoup de précautions, il faut le dire, puisque l'agent nous avait prévenu. Vous pourrez faire la prison ou payer une amende si on vous prend en train de filmer le train. Pendant ce temps, l'État qui est responsable de sa décrépitude n'est nullement inquiété. En Guinée, les biens de l'État sont mal aimés et mal entretenus. Vous savez, en Guinée, quand on dit quelque chose appartient à l'État, c'est abandonné. Pas d'entretien. Bon, quand on dit seulement appartient à l'État, c'est abandonné. Donc on n'entretient pas, on ne prend pas soin des biens d'État. Parce qu'on dit tout simplement que ça appartient à l'État. Pendant que c'était avec les Chinois, c'était bien entretenu, c'était propre. Au début, c'était bien entretenu et puis on rêvait d'être échappé, continuer comme ça. Mais... Quel est votre constat actuellement sur le train Conakry Express? Ce que moi j'ai constaté, c'est trop dégradé. Actuellement, la peinture, ça manque beaucoup. Et il y a de ces paraprises à côté du train. Tout ça, ça doit normalement changer. Parce que si on ne change pas la vue du train, ce n'est pas bon pour l'image de la Guinée. À l'intérieur du train aussi, ce n'est pas si reluisant que ça. Bon nombre de climatiseurs et écrans installés à bord ne fonctionnent plus. Les toilettes aussi ne répondraient plus aux normes, nous confie un passager. C'était dans l'émission Prise de température. Les choses ont changé. Depuis qu'on a donné à l'État, bon, ça ne va pas. À l'intérieur, les climatiseurs sont abandonnés, train physiquement, ça ne va pas. Et pas seulement le train, mais tout ce qui appartient à l'État guinéen. Le début c'est bon, mais à la fin c'est la merde. Vous allez voir tout de suite l'état du train. L'état du train extérieur comme intérieur, c'est-à-dire c'est tellement dégueulasse. Les fauteuils sont chotés, le train est mal entretenu, même les toilettes, c'est pas facile de gérer. Bon. Si vous comparez un peu les autres pays par rapport à la Guinée, vous allez voir qu'il y a une très grande différence qui est entre nous. La mauvaise gestion des biens de l'État est aussi visible sur le transport terrestre. De nombreux bus mis en circulation, il ne reste qu'une poignée. Les autres n'ont pas résisté au manque d'entretien et à la négligence des gestionnaires.
1 mois, 2 mois, c'est en bon état. Mais va voir tout de suite à Sotragui. Combien de bus qui sont sur les cales? Pas d'entretien. Hein? Autant de Sotragui ici. On a même vu les taxis ici, en circulation. Des gros camions qui voyageaient dans les Zéro-Courrier, Bokeh et autres. Des bus qui venaient en 5 minutes. Hein? Tellement organisés parce que c'était au compte de la société. Tout ce qui appartient à l'État guinéen, un début c'est bon, à la fin c'est pas bon. Des bus, nous descendons à Boulbiné pour visiter la première vitrine de l'audiovisuel en Guinée. Nous n'avons pas eu l'autorisation d'y pénétrer. Ces images ont été prises discrètement. À vue d'œil, ce symbole de l'État est aujourd'hui agonisant. Plus rien ne fonctionne. Et pour ne rien arranger, le 5 septembre dernier, des individus non identifiés ont mis le bâtiment à sac. Le peu de meubles et appareils qui existaient a été vandalisé. Actuellement, la RTG2 est complètement off. La radio fait le service minimum. Le quotidien national Oroya a aussi subi la fureur des pilleurs. La refondation de l'État, un slogan si cher au colonel président, doit toucher ces symboles du monde médiatique guinéen. À une centaine de mètres de là, le musée national de Sandervalia. Cet autre symbole national passe totalement inaperçu. L'ensemble des bâtiments est vétuste. Des statuettes à l'effigie de nos héros envahies de poussière. Méconnaissables. Aucune attraction. Presque aucun symbole. Conséquence, le nombre de visiteurs est quasi nul. Faudrait-il connaître le musée, son importance, son emplacement pour y faire un tour? La note positive, c'est qu'actuellement, des discussions sont en cours avec des partenaires au développement pour mettre en place un musée moderne, selon le directeur général adjoint du musée national. La rubrique Publi Reportage, c'est dans un instant, juste après cette courte pause. Conformément à la recommandation de l'Organisation mondiale des douanes, un statut d'opérateur économique OEA est accordé à l'entreprise Topaz. Un comité d'agrément au terme d'un examen d'1 an a décidé de signer le statut avec l'entreprise. Cette signature a eu lieu à la direction des douanes ce mardi. Mamadou Sadiobaldi, explication. C'est une recommandation de l'Organisation mondiale des douanes dans le cadre du partenariat entre les opérateurs économiques et les administrations douanières de pouvoir conférer un statut d'opérateur économique agréé aux entreprises qui remplissent les critères, indique le directeur national des douanes. Et Topaz a sauté sur l'occasion. Quand on nous a parlé du statut de l'opérateur économique agréé, nous avons dit pourquoi pas, c'est un autre défi. Ça va être dur, aussi dur que d'obtenir ISO, mais ça en vaut le coup. Ça nous a valu des centaines de kilos de documents, de présence d'agents des impôts, des douanes, pour opérer le contrôle documentaire, pour voir nos plateformes logistiques et surtout pour s'assurer que nous pouvons avoir une traçabilité de tout ce que nous faisons. Ce sont les entreprises citoyennes sûres de respecter toutes les lois et dont la réputation ne souffre d'aucun reproche. Il faut que la société ait une base de moralité assez solide, c'est-à-dire que nous n'avons jamais été épinglés en plus de 20 ans par la douane pour fausse déclaration ou pour déclaration de produits avariés. Donc nous essayons de collaborer dans le strict respect des normes comptables, des normes financières et des normes environnementales.
Le directeur national des douanes assure que le comité d'agrément a pris le temps nécessaire pour certifier que l'entreprise remplit tous les critères et l'avantage consiste à une reconnaissance internationale. Nous, on est dans la sous-région OMD AOC, Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce statut avec le temps sera reconnu par tous les pays membres de la sous-région. C'est-à-dire que de Conakry jusqu'au Nigeria, en allant au Zaïre et au Congo, Brazzaville, une fois que le statut d'opérateur économique agréé est attribué par un pays de cette zone, l'agrément là est reconnu automatiquement dans les autres pays. Il y a certaines procédures, bien sûr, qu'il va falloir respecter. Et à tout moment, le comité d'agrément peut vérifier si les clauses sont respectées. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.